Bonjour étoile lumineuse, bienvenue sur la chaîne de Mariella Gaïa. Oh, ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas retrouvés pour une capsule. Il y a eu des lives entre-temps et j'ai hésité à faire à parler de ce sujet. Je me disais, ouais, est-ce que je vais peut-être le faire en live, ça sera plus facile pour répondre aux questions. Et en fait, non, ça passait mieux, je trouvais, en capsule. Donc voilà, je fais une capsule sur le sujet du processus d'incarnation. Comment ça marche? Pas mal de personnes m'ont déjà posé la question, enfin j'en ai parlé avec plusieurs personnes. Moi, ça fait très longtemps que je me souviens de comment je me suis incarnée, comment je suis arrivée sur Terre. Et voilà, je voulais partager cette expérience parce que je sais que beaucoup d'entre vous se posent la question. Comment on est sur Terre en fait? Comment une âme revient tout simplement sur Terre? Alors, je vais commencer par le début. Donc, comment je suis arrivée? Je me souviens d'un espace en fait. Le tout début, c'est ça, c'est vraiment, je me souviens d'un espace, mais c'est l'éther en fait. On est comme dans une espèce un lieu qui n'est pas un lieu. Ça fait penser à une couche d'ozone parallèle. Et je sais que j'étais avec d'autres âmes. Je me revois vraiment dans ce lieu, dans cet espace, où tout est éthéré finalement, hein. C'est éthérique, donc on ne peut pas vraiment qualifier ça de physique. Il n'y a rien de physique en fait. Et du coup, c'est comme si on est juste de l'énergie. On est des bulles d'énergie, mais quand même avec une conscience. On est des consciences qui flottent. Donc je revois ce lieu où on est des consciences là qui flottent et où on se dit bon bah allez, pour moi il est temps, j'y vais, il est temps de partir. Et je me souviens vraiment de cet espace où on était plusieurs et on était censé se retrouver sur Terre pour faire une mission. Donc ça, il y avait la conscience de cette mission Terre, la conscience de la mission qu'on devait accomplir actuellement, celle que j'accomplis tout simplement actuellement. Et on est nombreux comme ça, à avoir une mission. Après, on s'en souvient pas toujours, mais où on sait qu'on a une mission, mais on ne sait plus laquelle. Et donc, pour ma part, je me souviens de certaines personnes qui partaient un par un. Je me disais, bon, ça va bientôt être mon tour. Je vais devoir y aller. Seulement, j'étais pas sûre de exactement quand c'était le moment. Et à un moment, c'est comme si on a un signal et on se dit, bon, time to go. Ça, c'est le moment que j'aille. Et je me souviens aussi qu'on se disait, mais on se retrouvera tous, donc on n'est pas seul. On n'est pas seul, on aura l'aide qui nous viendra, on ne savait pas comment. C'est un peu l'aventure, on se dit, bon, ça doit pas être si compliqué de se réincarner, de revivre notre vie sur Terre et de faire la mission Terre. Le plan est bien clair dans la tête, dans la conscience. Il y a un peu cette sensation. Alors là, une petite parenthèse, je vous fais part de mon expérience personnelle par rapport au processus d'incarnation et par rapport à ce que je me souviens. Ça ne veut pas dire que pour vous, c'est exactement la même chose et le même processus. Mais c'est un des processus qu'il peut y avoir, en fait. Et je voulais vous le partager parce que oui, on me pose très souvent la question, comment, pourquoi, la raison de s'incarner, et comment et pourquoi. Le pourquoi du comment et tout ça. Donc là, je fais vraiment part de mon expérience personnelle, mais qui peut s'appliquer en partie à d'autres âmes, d'autres personnes. Donc voilà, je me souviens, et on sait donc, il était temps de partir. Je me souviens vraiment du moment, en fait, comme si on a cette vue d'avion, et je voyais différentes parties de la planète, mais sans vraiment les voir. Tout est flou, tout est brouillé. Et on ne voit pas les gens, les âmes, les personnes, les humains comme nous, on les voit avec nos yeux. On voit seulement leur aura, on voit seulement leur énergie et on ressent seulement leurs vibrations. Et c'est comme ça que j'ai choisi ma mère. Je voyais différentes vibrations et je me souviens de la couleur améthyste et de certaines vibrations.
Et j'ai dit celle-là, celle-là, là. C'est comme si je le voyais de haut, d'avion, même. Je dis celle-là, là, il y a ces couleurs-là m'attirent, cette vibration-là m'attire. C'est celle-là que je choisis. Je ne connaissais pas le caractère de cette personne. Je connaissais rien de cette personne. Je ne connaissais pas sa vie. Tout ce que je ressentais, ce que je connaissais, c'était ses vibrations, la couleur de son aura. Et près d'elle, il y avait aussi une couleur orange. Alors, la couleur améthyste, c'est celle qui est devenue ma mère. La couleur orange, c'était pas mon père, c'était ma grand-mère maternelle, de qui j'étais très proche. Et je les voyais dans un espace assez relativement vide. Donc moi j'ai grandi à la campagne en région parisienne, il y a beaucoup de champs. Et ça, je me souviens de cette nature, en fait, de voir, c'était plat et et un espace vide. Et je me suis dit là, je sais pas pourquoi cet endroit, par contre, ça je me souviens pas bien. Pourquoi j'ai choisi ce lieu? Ça devait être par rapport à la personne de ma mère où je me suis incarnée, mais il y avait plusieurs lieux en fait où je pouvais choisir, mais j'ai choisi celui-ci parce que il y avait je sentais qu'il y avait quelque chose à faire en fait par rapport à ce lieu, et c'est la personne, malgré tous les lieux qu'il y avait, qui m'attirait le plus, dont mon âme pouvait se connecter le plus. C'est pas par rapport au caractère de la personne, mais vraiment par rapport aux vibrations et par rapport à notre mission d'âme. Mais je sentais que cette âme-là, ça collerait avec. Donc j'ai aussi choisi par rapport à ça. Et ensuite, alors le processus. On tombe dans le vide. Notre conscience retourne dans la matière et redevient plus lourde. Alors j'avais la sensation de sauter comme en parachute en fait. On tombe vraiment dans le vide et on devient plus lourd, on redevient, au lieu de éther, on est toujours de l'éther, mais plus matérialisé, un éther plus lourd. Il y a dans l'éther en fait, c'est ce que je reçois comme info là, j'y avais pas pensé avant ça, il y a plusieurs densités. C'est plus léger, plus lourd, plus dense, plus compact, plus intense, moins intense, plus éthéré, plus vibrant. Il y a beaucoup, comment dire, il y a plusieurs ondes en fait. Et il y a plusieurs zones de vibration. Et là, on redevient, c'est comme si on est dans une partie de l'éther et on va dans une autre partie de l'éther, mais en même temps, on descend sur Terre. Donc on descend dans la matière et on sent quelque chose on est prêt, on le conscientise, on dit c'est bon, je suis prêt à y aller. Et je disais à d'autres personnes, on se retrouvera bientôt. On ne sait pas comment, mais on aura la possibilité de se retrouver, on sera guidés les uns vers les autres et on ne sera pas seul. On sera guidés. Ça, on était bien conscient qu'on serait guidés par les uns les autres, d'autres êtres autour de nous. Enfin, on ne serait jamais seul. Donc ça, c'était la théorie. En théorie de conscience, enfin, c'est ce qui se passe. Mais après, quand on est humain, se reconnecter à tout ça, c'est pas forcément évident. Mais donc là, je vais sur Terre dans le sens où l'âme, qui est comme une bulle d'énergie, en fait, se jette dans le vide et paf, on tombe dans la matière. Et là, on est comme nous sur Terre, mais encore éthéré, mais beaucoup plus lourd que l'âme qu'on était avant de prendre la décision du processus d'incarnation. Là, qu'est-ce qui se passe? Je suis pile à l'endroit, même dans la maison, physiquement, je vois une maison, c'était la maison de mes grands-parents, je vois celle qui va devenir ma mère, et je me souviens de scènes avant que je sois dans son corps. Je la vois dehors, et moi je la suis, je dis mais... Et le truc, c'est que je me suis dit, mais là, coup de panique, c'est comment on fait pour s'incarner dans son corps? Comment on s'incarne en fait? Je sentais qu'on était censé aller dans le corps de l'autre personne, mais je me suis dit, mais c'est quoi le processus? Et en fait, je la voyais marcher, se déplacer parfois, et moi, en tant que âme, j'allais près d'elle. Donc, dans son aura, j'essayais de m'accrocher dans son aura. Et ensuite, je disais, bah ça y est, je dois y être. Parce que là, ça bougeait plus, c'était peut-être la nuit quand elle dormait. Et puis après, d'un seul coup, je me retrouvais, mais de nouveau toute seule, sans cette personne. Comme si elle se déplaçait. Et moi, quand je me déplaçais, ben non, je me déplaçais pas avec elle. En fait, je pensais me déplacer avec elle, qu'on était comme un bloc à deux. Et j'essayais de la coller, quoi, en tant qu'âme, de coller cette personne humaine. Et je la voyais se déplacer, mais moi, ça m'emmenait pas avec elle, en fait. Je restais, une fois, je la voyais cuisiner, aller au frigo et revenir.
Et je me disais: «Mais ça y est, là, je m'agrippe, enfin, en tant qu'âme, dans son aura». Mais non, ça marchait pas parce que je fais: «Mais c'est pas possible». Je me colle avec et je vois ses mouvements dans la cuisine quand elle cuisinait, mais moi, je restais, en dehors de son champ énergétique, en fait. Et là, mais la panique, je fais: «Mais oh, je suis toute seule ici, mais comment on fait? C'est quoi le processus d'incarnation, en fait? Enfin, comment on re-rentre dans le corps de la personne? Et comment on fait?» Et là, je suis: «Mais je suis toute seule» et je pouvais demander à plus personne parce qu'on n'était plus sur le même champ vibratoire. Donc j'avais plus accès à ce qu'il y avait en haut. Et là, ça a duré, je sais pas combien de temps. Est-ce que c'est des semaines ou des mois? Aucune idée. Mais je voyais différentes scènes comme ça. Puis j'essayais, mais on n'a pas la notion du temps comme nous, on a en tant qu'humains. Et un jour, j'ai vu cette belle âme, c'était améthyste violet. C'est une de mes couleurs préférées d'ailleurs, hein, toujours, et la sienne encore. Mais vraiment, c'était l'aura de celle qu'allait devenir ma mère, en fait. Une fois, alors je vois la belle couleur améthyste, différentes... comment on dit shade? Oh là là, le blanc encore. Différentes... c'est pas grave. Couleurs d'améthyste, différentes variantes. Et puis je vois autour de cette couleur améthyste quelque chose de rouge, marron et noir qui se mélangeait à elle. Je suis: «Ah mais il y a danger là, ça me faisait peur en fait». Et je me disais: «Mais oh, faut absolument que je la défende, que je la protège». Il y avait cette sensation de devoir la protéger en fait et dégager ce truc sombre qui était comme un danger en fait. Et là, au moment où je me suis approchée, je disais: «Mais comment je dois faire?» Et j'étais tout près, tout près, tout près d'eux, de ce mélange je voyais ouais, du rouge, du marron et noir, et les différentes nuances, c'est ça le mot, nuances d'améthyste. Et d'un seul coup, j'ai été mais comme aspirée, comme dans un aspirateur. Et ça tourbillonnait, mais vraiment comme on voit des tourbillons dans la mer, là. Un truc qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne. On est complètement chamboulé, enfin comme si l'âme elle passe dans une machine à laver, là. Ça tourne dans tous les sens. Et d'un seul coup, ça s'arrête. Et là on se dit: mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là on entend des sons. Donc c'est des... Et on est happé, en fait, on est dans le corps humain de l'autre personne. On entend des sons, des battements de cœur, tout devient physique en fait. On redevient physique, on devient conscient on est une cellule dans un corps humain. Ça fait comme si on est comme ce qu'on voit un peu au microscope, mais sauf qu'on ne le voit pas vraiment, on le ressent, et on l'entend, comme si on l'entend. Enfin, il y a tous les sens qui sont humains qui se remettent en activation en fait. Et peut-être que c'est ça le premier truc qu'un humain ressent en fait, c'est nos sens. Je n'avais jamais pensé à ça avant, mais comme si les premières sensations, ça va être la, l'audition, enfin la clairaudience quasiment, ouais, d'entendre, de ressentir, presque le toucher, de voir. C'est peut-être ça en fait qui nous rend finalement le plus vivant. Et alors, ce qui s'est passé quand j'ai été aspirée, finalement, ce que je voyais, c'était bah, les deux âmes mélangées, en fait, enfin les deux auras mélangées. Ce que je voyais, le truc sombre autour de l'aura violette qui était ma mère, c'était tout simplement l'aura de mon père. Bon, après, j'ai découvert plus tard, enfin, oui, je vous en ai parlé dans des vidéos récentes, qu'il y a eu de la violence dans ma famille et tout ça. Mais en fait, c'était déjà inscrit quelque part dans son aura, on le sentait déjà. Si quelqu'un est pervers narcissique, par exemple, ouais, bah, je peux dire l'aura, là, je voyais du noir, du rouge, du marron. C'était des couleurs, un peu de gris, des couleurs qui n'attirent pas du tout. Euh, mais alors, si mes parents se sont choisis, bon, il y avait une raison, il y avait un contrat d'âme aussi entre eux. Voilà. Si ma mère a choisi cet homme, qui n'était pas au début c'était pas aussi pire au début que ce qu'il est devenu après. Au début, enfin, quand on est pervers narcissique, au début, c'est toujours comme ça. C'est un peu rose, voilà. Mais alors, réincarnation avec deux personnes complètement opposées. Hein. Donc je suis moi
consciente que ça y est, je suis dans le corps humain. Et ce qui s'est passé quand j'avais vu ces deux âmes ensemble, c'est mes parents qui étaient ensemble, hein, qui faisaient l'amour. Et puis moi, ce qui m'a attirée, c'est parce que je sentais que l'âme violette était en danger. Enfin, l'aura violette était en danger et que j'ai voulu essayer de l'aider. Et puis voilà, eux, ils étaient ensemble. Et ça a fait que le courant est passé. Et ben voilà, physiquement, je me suis incarnée. Mais alors, pendant que dans le corps humain, ça se passait physiquement, moi, en tant qu'âme, j'étais autour d'eux. Et l'âme, elle est au moment où la reproduction en fait se passe, l'âme, elle est aspirée, elle passe à travers le corps en fait. Ça passe à travers, vu que c'est de l'éther, ça passe à travers tout l'aura de la mère et puis son corps, et ça va se mettre dans un endroit, enfin qu'on connaît tous, hein, en tant que femme. Donc au niveau, tout se met en route, le système, hein, utérus, ovaire et tout ça. Et ce qu'on appelle, enfin quand au moment de la reproduction physique, l'âme va se loger dans le corps physique en train de se créer au même moment. Donc le jour de la conception, c'est le jour où en fait on naît. C'est vraiment notre naissance finalement. Le jour numéro 1, c'est pas le jour où on est à l'hôpital en fait. Jour numéro 1, c'est le jour 9 mois avant le jour de la conception. Ça, c'est notre vraie naissance en fait, notre vraie date d'incarnation. Et du coup, tiens, mon anniv, je sais pas quand c'est. C'est plus la date quand je suis née, euh, physiquement, enfin à l'hôpital. Ouais, donc on s'est vraiment incarné 9 mois avant le vrai jour où on est officiellement né, quoi. Du coup, ben voilà, je me retrouve dans un corps humain, et là on se dit, ah ça y est, c'était comme ça qu'il fallait faire. Il fallait qu'il y en ait plusieurs. Enfin, on commence à comprendre le processus un peu. Parce qu'en fait, avant de s'incarner, on oublie le processus du pourquoi, du comment et comment ça se passe pour retourner dans un corps humain, s'incarner de nouveau, même si on a eu plusieurs vies, ce qu'on appelle antérieures, qui sont en réalité des vies parallèles, dans d'autres dimensions parallèles, hein, des univers parallèles. Mais quand on s'incarne, on perd vraiment une partie de notre mémoire, sauf que on n'est pas obligé de tout perdre. Et que je sais que quand moi, j'étais quand je suis redescendue, c'était en conscience. Mais quand on retourne dans la matière et que de nouveau c'est plus lourd, la matière et tout ça, cette mémoire de conscience éthérée commence à se dissiper et on perd cette mémoire en fait. Une partie en tout cas. Et je me souviens d'être arrivée alors dans le ventre, ça y est, c'est bon, je suis dans le ventre de ma mère, enfin dans son corps. Ça y est, c'est comme ça. Maintenant quoi? Ah oui, l'attente. Et puis après, on est réhappé dans le processus humain. Donc finalement, on se pose plus trop de questions. C'est un peu, bon bah ça y est, il n'y a pas de notion de temps. Donc on se dit, ah oui, c'est vrai, rappelle-toi la mission. Et j'avais toujours ça en tête. Rappelle-toi la mission, ouais, tu vas être sur Terre, tu vas retrouver des gens, ouais, ça, on a une mission à faire. Donc ça, je me souvenais très très clairement. Mais plus mon corps grandissait en tant que fœtus, plus le fœtus se développe, et plus je redevenais humaine avec un corps humain et des sensations humaines, et plus la mémoire se dissipait. Mais il y avait toujours cette sensation, ah oui, la mission, rappelle-toi la mission. Et c'est comme si tous les jours, ou tout le temps, je me répétais ce truc. Rappelle-toi la mission, surtout ne pas oublier ça. Et puis après, le bébé grandit, il y a des sensations, on entend la voix de la mère, donc il y a des nouvelles informations qui arrivent. Donc il y a le rappelle-toi la mission, mais il y a d'autres choses en plus. Il y a plein de couches qui se superposent et qui se mettent les unes sur les autres. Alors c'était rappelle-toi la mission, ah oui, et puis il y a ça et ça, et il y a tous nos sens qui se mettent en route, il y a tout qui se met en route dans le corps humain de l'enfant en fait. Et puis je me souviens vraiment de sa voix, je me souviens ouais, qu'il y avait beaucoup d'amour, qu'il y avait mais en même temps une certaine distance. Les parents à l'époque ne savaient pas trop comment communiquer avec un enfant qui était incarné, qui n'était pas encore né, qui était encore à l'intérieur. Et puis, je me souviens des voix, ouais, de même mon père, quand même, qui était content, qui était présent. Moi, j'étais un enfant désiré, donc ça change aussi tout. Et puis là, mes grands-parents, il y a des choses vraiment que je me souviens bien, mais j'étais pas encore née.
des sensations, des voix, c'est comme si on est capable de se repérer, de voir des lieux même si on n'est pas encore né. Parce on capte tout, les sens, tout ce qui est sensoriel est tellement puissant en fait qu'on est encore à l'état fœtal, état ouais, de nourrisson, non né encore, enfin dans la vie intra-utérine, que on, les sens sont vraiment là. Et un bébé, quand il naît, c'est d'abord, il y a tous les sens qui sont vraiment à 100% en alerte. Après, on les perd, parce qu'après, on a d'autres capacités qui se mettent en place. Mais là, les instincts de survie du nourrisson qui vient de naître, ou celui qui n'est pas encore né, qui est encore dans enfin, l'état de fœtus pendant la grossesse, il y a tout vraiment qui c'est l'instinct de vie, mais c'est incroyable, c'est surpuissant en fait. Et je me souviens ouais, de tout ça, tout ce qui se mettait en route, et toujours ce rappelle-toi la mission, et c'était un peu dans toutes les langues quoi. Remember the mission, la mission, la mission, la mission. Ouais, t'es là pour ça, pour ça. Et je me le répétais, je me le remémorais parce que je me disais, mais ça, surtout à ne pas oublier. C'était là pour ça. N'oublie pas le cap. Le cap, c'est vraiment, c'est ce truc-là, c'est le truc majeur. C'est ça dont tu es là pour ça. Pour ce truc-là, cette mission. Après, et des fois, je me disais, mais c'est quoi exactement la mission? Je sais qu'il y a la mission, mais c'était quoi exactement? Non, 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 là, il faut que je m'en souvienne. Parce qu'en fait, après, je ne me souvenais pas exactement de ce que c'était. C'était quoi mon rôle? Qu'est-ce que je devais faire exactement? Et après, je me disais, ah oui, c'est vrai, je vais être guidée. On m'indiquera les marches à suivre, la marche à suivre, les points principaux. Et ensuite, arrive le jour de la naissance. Et où c'était compliqué, très compliqué en fait pour ma mère. Je pense qu'on aurait pu partir toutes les deux. C'était même, moi j'ai failli ne pas naître en fait, ou alors morte née, comme ça qu'on dit. Enfin bon, c'était très compliqué. C'est pas le sujet de cette vidéo, donc je vais pas en parler en détail. Bon, je suis toujours là, hein. Ça s'est bien passé à la fin, j'ai survécu, même si c'était très violent dans l'hôpital, la façon dont ça s'est passé. Enfin, violent de mon point de vue, du point de vue d'un bébé en tout cas. C'est archaïque, hein, comment on fait naître les bébés, avec tous les néons, les lumières, les bruits, le froid. Enfin, on est vraiment dans la peur, on est en plein champ de bataille le jour de la naissance. Mais ce que je me souviens, c'est pendant la naissance, en train de naître, c'était rappelle-toi la mission, la mission. Et ensuite, quand je suis née, vu que c'était un accueil quand même que j'ai ressenti comme violent, il y avait ouais, la mission, mais après je me suis évanouie d'épuisement en fait. Et après les premières respirations qui sont éprouvantes parce que ça fait mal dans les poumons, enfin tout ça, c'est tellement éprouvant qu'après on s'endort. Mais il y avait quand même cette chose qui restait en moi, c'était tu dois te souvenir de ça, rappelle-toi la mission. Mais pour moi, du coup, mon processus d'incarnation s'est passé comme ça. C'était vraiment la descente sur Terre. On ressent vraiment une descente dans la matière où on s'incarne petit à petit dans la matière, où l'éther se dissipe et où le corps humain prend place, où on sent la gravité en fait en nous et petit à petit qui prend place. Et alors, une chose aussi que je voulais rajouter, c'était le choix des parents. Comment et pourquoi on choisit certains parents et pas d'autres? Alors, moi, j'ai ressenti, alors que je choisissais l'âme de ma mère par rapport à son aura, la couleur de son aura qui me convenait, les codes qui émanaient de cette aura me convenaient, je sentais que ça pouvait, que ça me conviendrait, en fait, que ça me correspondrait, que cette âme serait douce et pourrait m'accompagner dans mon cheminement en fait, qu'elle n'irait pas à l'encontre de ma mission. Mais par contre, l'âme qui était de l'autre couleur, c'est comme si c'était une âme inconnue en fait. Je me suis dit, ok, ils sont deux. Il y en a une, c'était le jour et la nuit. Je dis, bon, bah, il y en a un sur deux qui ira quand même, hein. Et puis l'autre, s'il est encore là autour d'elle, bah, je saurai gérer.
j'y arriverai. Sauf que ça a été plus dur que je le pensais. Mais mon père, en fait, est d'origine vietnamienne. Et je sais que physiquement, pour ma santé et tout ça, je sens bien que physiquement, il y a aussi une force en moi qui est différente que si j'étais génétiquement que européenne, en fait. Et j'ai compris déjà pendant l'adolescence que la raison pour laquelle il fallait que lui soit dans ma vie, c'était pour aussi le code génétique. Et ensuite, quand j'ai commencé à vraiment prendre conscience de toutes ces choses qu'il y avait en moi, que je me souvenais, que je pouvais voir des choses que la plupart des humains ne voient pas, comme, enfin surtout en télépathie, moi je les vois, mais comme les âmes défuntes, communiquer avec différents plans, différents mondes, le monde des plantes, le monde des âmes errantes, enfin, qui ne sont pas encore parties dans le monde, dans l'astral. J'ai compris ensuite, comme il y a eu ma grand-mère du Vietnam et sa grand-mère avant et son arrière-grand-mère et tout le monde et ma tante en Amérique qui avait ce don. On a tous un peu un don qui est passé à travers la lignée familiale féminine, à travers que les femmes en fait. Et ça, c'est du côté du Vietnam de mon père. Comme si on avait déjà, il y a eu des chamans, des arrière-arrière-arrière-grand-mères chamanes. J'avais des rêves étranges quand j'étais petite, elles me réencodaient. Je voyais toujours une cabane au Vietnam dans les bois et je sentais la présence d'une femme en fait. Et je faisais des rêves récurrents comme ça. Et ça me réveillait à chaque fois. Et je me disais, mais je voudrais voir plus, qu'est-ce qu'il y a dans la cabane et tout, c'est qui? Et je sentais que c'était l'arrière-arrière-grand-mère, je ne sais pas laquelle, de quelle génération. Mais j'avais besoin des codes génétiques de cette personne pour que les dons que j'ai eus ensuite se mettent vraiment bien en place et pour que ma conscience reste bien euh, comment dire, que ça reste vraiment élargi en fait. Et en même temps, j'avais besoin d'apprendre sur un peu tous les comportements humains, parce qu'entre mes grands-parents, mon père, le côté du vietnamien, ma mère, enfin c'était, je crois que j'ai eu tout le panel, c'est tous les plein de sur le champ du comportement humain, entre ça et l'école, ouais, j'ai été servie, on va dire. Et maintenant je sais pourquoi, j'avais vraiment besoin d'avoir connaissance de tout, enfin, de l'échantillon le plus grand possible en fait des humains et du comportement humain. Ce qui me sert énormément maintenant dans ma mission d'âme actuelle, avec tout, enfin, par exemple donner des soins, mais aussi dans l'autre travail que je fais, les canalisations et tout ça. Donc c'était un apprentissage nécessaire. Donc les parents choisis pour ma mission d'âme en fait, me guider même s'il y avait eu de la violence dans le chemin de mon âme. Et aussi il y a eu une autre chose, c'est que il y a des obstacles sur notre route, pas pour nous bloquer mais pour nous freiner, pour pas qu'on évolue trop vite parce que sinon bah, ça irait trop vite. Je connais des gens en fait qui ont évolué tout d'un coup trop vite, qui ont fini, ils ont pété les plombs. Hein. C'était pas ancré, ça a été tout d'un coup fulgurant, mais ils ont fini à l'hôpital psychiatrique. J'en connais plusieurs comme ça, où ça n'a pas été stable, pas assez stable. Il n'y a pas eu les freins qu'il fallait au bon moment, et c'est tout simplement, c'est parti trop loin en fait. Ou alors il y en a, bah, ils se suicident, ils supportent pas ce monde. Même moi, j'ai eu des tendances suicidaires, j'en ai eu pendant longtemps, hein, pendant l'adolescence. Je pétais un plomb, je pouvais pas ce monde, c'était horrible pour moi. Donc il y a eu des obstacles en fait qui ont fait qu'il fallait que mon focus a été sur d'autres champs pour pouvoir survivre, pour que mon âme survive et ne soit pas tout d'un coup comme je suis maintenant. Parce que si on est comme ça à l'âge de 10 ans, mais bah, on ne comprend pas en fait tout ce qui nous arrive et on ne peut pas le décrire, on peut l'expliquer à personne, enfin on n'a pas les références. Donc voilà, il y a des obstacles sur notre vie pour qu'on puisse apprendre des choses, apprendre de nous-mêmes, apprendre toutes les facettes de notre âme, les facettes de la source et les facettes de la vie humaine. C'est un apprentissage, tout simplement, pour ensuite retourner à nous-mêmes, retourner à la source. Donc c'est vraiment... il n'y a pas de hasard en fait. Il n'y a vraiment pas de hasard.
Et il y a tout un cheminement en fait qu'on a. En fait, c'est comme si on prévoit à l'avance, il va se passer ça, 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 il y aura des choses, des obstacles, mais comme si on avait les grandes lignes, mais pas le contenu. Et surtout, on ne sait pas le contenu, donc tous les détails. Peut-être que je pense pas que ça soit tout écrit quand même. Je sais pas, en fait, je sais pas. Mais les grandes lignes, c'est comme si c'était vraiment prévu d'avance. Et vu qu'on dit que, en fait, tout est présent, donc quelque part, tout est inscrit. Sauf que moi, ce que j'ai l'impression qui n'est pas inscrit, c'est la réaction, nos réactions finalement, comment on va gérer le truc. On dit, ok, il y a obstacle à tel âge qui est prévu, mais le contenu, bah, c'est aussi, il y a le libre arbitre de plusieurs personnes dans ce contenu, donc on n'a pas tout le mode d'emploi du contenu. Et puis ensuite, la réaction, notre âme réagit d'une certaine manière, mais notre nous humain, avec notre cerveau humain et avec notre conscience humaine, bah, ça réagit d'une autre façon en fait. Donc après, quand on emmagasine tout ce qu'on appelle les traumatismes, les difficultés et tout ça, c'est notre mental et notre ressenti en fait qui accumule tout ça. Et notre âme ressent tout ça, mais ne l'accumule pas ou ne le ressent pas de la même manière. Donc il y a une dissonance et une grande distance, en fait, une dissociation entre notre âme et notre ressenti, le mental, le ressenti dans notre cœur et tout ça. Et ça c'est peut-être le plus dur après, c'est de rassembler les deux, en fait, de se reconnecter le plus possible à notre âme, de dire ah ouais, ok, je comprends mieux le cheminement. Ce qui m'est arrivé, bon, c'est en rapport avec mon âme, mais pas forcément en rapport avec mon être humain incarné. C'est pas avec mon incarnation le problème. Enfin, ce qui s'est passé, c'est lié à mon âme et pas seulement. C'est pas mon moi humain qui était visé, mais c'était le cheminement de l'âme. Donc il faut vraiment remettre en perspective que, d'accord, ouais, en tant qu'humain, il s'est passé ça, 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 on a souffert, mais il ne faut pas oublier la perspective, c'est qu'on est un avatar. En fait, on est une âme, enfin un être spirituel incarné dans un corps humain, mais aussi dans une expérience humaine. Et je vais finir là-dessus. Ouais, donc on est une âme incarnée dans une expérience humaine. Et toutes les expériences qui nous sont arrivées, bah, c'était pas vraiment notre nous là incarné qui était visé, même si on l'a vécu comme tel et on l'a conscientisé comme tel maintenant. Mais maintenant, il faut le conscientiser en tant que c'était le chemin de notre âme avant tout. Bon, après, mentalement, vu qu'on est dans des sociétés où on ressent tout beaucoup par rapport au mental, le mental qui est la chose numéro un, l'élément du focus numéro un, eh ben, on le conscientise ouais, vraiment avec le mental, le ressenti dans le corps, parce qu'on a un corps évidemment, donc on ressent aussi tout au niveau du corps, au niveau du ressenti cœur humain. Mais tout ça, c'est comme si on l'a reçu, donc on a l'impression que c'est notre nous humain qui a été visé, alors qu'en fait c'était l'âme qui se mettait des obstacles pour pouvoir évoluer et avancer. Et puis on passe beaucoup de temps dans notre vie à réparer un petit peu tout ça, enfin réparer, à se reconnecter à notre âme, peut-être même à lui dire pardon, tiens, pour tout ça. On comprend, je comprends pourquoi tu m'as fait vivre tout ça en tant qu'humaine, ou en tant qu'humain. Alors, comme si en fait on se dit, mais non, mais c'est pas nous, vraiment nous qui étions visés, et on l'a pris comme ça, peut-être d'une manière très difficile à comprendre, parce que, bah oui, on incarnait tellement notre être humain, mais en oubliant qu'on venait d'un monde ou d'un lieu spirituel, que finalement on a vu que nous, en tant qu'humain, mais pas le reste, on n'a pas vu tout l'ensemble en fait. On a oublié le contexte. Et là, on doit se reconnecter aussi à ce contexte plus grand, la source elle-même en fait. Et de se dire, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ce corps, ce mental là qu'on voit, mais ça va au-delà, bien au-delà, bien plus grand que ça. Donc tout ce qui nous est arrivé, c'était qu'une fraction de vie pour notre âme qui est éternelle.
Et c'est dur à gérer, on doit après ensuite le conscientiser pour lâcher prise, comme j'ai déjà expliqué avant dans d'autres vidéos. Mais voilà, la base de notre être, c'est la plus grande partie, c'est notre âme, tout simplement. Mais on est quand même incarné ici, donc il ne faut pas oublier de rester bien les pieds sur terre et de quand même en fait, on prend conscience que ouais, je suis vraiment. Là, je le ressens tout de suite, vraiment, là, en parlant, que je suis mon âme dans mon corps et mon mental est vraiment l'outil de mon âme. Mais avant tout, je suis une âme incarnée là sur Terre parce que j'ai cette mission à faire. Comme vous. On est tous pareils en fait, sur ce plan-là. Alors, sur ce, je vais faire des codes. Bah tiens, j'ai même pas pensé sur quoi. Incarnation. Incarnation, ancrage, de code de conscientisation qu'on est vraiment une âme, en fait un être spirituel incarné dans un corps humain et que on est avant tout cet être spirituel, même si on est bien incarné et bien ancré. Mais avant tout, c'est ça. On est un être spirituel ayant une expérience humaine. On est une partie de la source qui s'expérimente elle-même, qui cherche à se connaître. Et c'est ça, en fait, le but peut-être ultime de notre vie, finalement. C'est ouais, répandre la lumière et tout ça autour de nous, mais c'est peut-être tout simplement se connaître. Et on a l'impression de se connaître, mais c'est peut-être finalement plus difficile qu'on le pense. Est-ce qu'on connaît vraiment ouais, notre âme? Alors, on peut fermer les yeux, respirer bien profondément. Et on va laisser les codes venir. Prenez conscience de votre âme en vous. Taranjno rohokoto tenarakte tanarakte hamarakte hao karakto jututu tenarakte ka ayamokurte rokoro sututu ni johorada atakte aya no rohokoratasa. Prenez conscience de ce que vous êtes, de l'être divin, que vous êtes la partie de la source divine incarnée en vous. Prenez conscience de votre divinité. Sentez en fait cette chaleur en vous, la chaleur de votre âme, la lumière de votre âme toute dorée ou la couleur qui vous correspond le mieux ou que vous ressentez le plus. Sentez cette chaleur de votre âme incarnée en vous. Vous êtes une partie du divin, vous êtes divin parce que vous êtes une partie de la source divine. Souvenez-vous que vous êtes des êtres divins incarnés. Incarnés dans un corps humain, avec un mental humain, qui est votre outil, qui est l'outil de votre âme. De ce point de vue-là, la vie est bien plus simple finalement qu'on ne le pense. La source ne nous a jamais abandonnés. Elle est toujours avec nous parce qu'elle est en nous. Nous sommes un morceau de la source. Et seul, jamais nous sommes. Toujours accompagnés. Nous sommes tous un, nous sommes tous ensemble, nous sommes tous avec la source. Nous sommes un morceau de la source. Donc,
toujours avec quelqu'un, avec quelque chose de divin en nous. Toujours connecté. Nous sommes tous liés. Nous sommes tous connectés les uns les autres et tous connectés à la source. Tous un. Et tous divins, quoi qu'il nous soit arrivé. Et si vous êtes là, c'est pour une mission spécifique en vous et envers vous-même. Avant tout envers vous-même. Aimez-vous et ressentez le divin en vous, la partie divine en vous, toujours. Respirez bien profondément. Recentrez-vous. Recentrez-vous. Prenez votre temps pour revenir à vous. Sur ce, je vais vous laisser ici. Ressentez votre âme vibrer en vous et vibrez toujours plus fort. Brillez toujours plus fort aussi. Vibrez plus haut. Et vibrez aussi dans l'amour de vous-même, envers vous-même. C'est le plus dur ça, s'aimer soi-même. Mais la source vous aime. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous envoie tout mon amour, plein de lumière. Passez une magnifique journée. À bientôt.